Il est un peu plus de minuit. Une maison endormie et dans une chambre, un homme qui n'arrive plus à respirer. Son souffle est descendu si bas que chaque inspiration est devenue un combat pour arracher un peu d'air au vide. Cet homme, c'est mon père. Et cette nuit-là, il a fallu le porter jusqu'à une voiture, sans savoir si on arriverait à temps. Mais avant cette nuit, il y a une phrase. Elle tourne en moi depuis l'enfance, comme un bruit de fond. Mes parents sont là, mais un jour ils partiront. Je dois m'y préparer. Pendant 30 ans, j'ai pris ça pour de la sagesse. Je croyais qu'à force d'imaginer le pire, je serais solide le jour venu. Cette nuit m'a prouvé le contraire. Pas sur la mort, sur la préparation. Bienvenue dans cette anatomie d'une nuit. La question qu'on ouvre ensemble, presque personne n'ose la poser franchement. Est-il vraiment intelligent de se préparer à la mort de ceux qu'on aime ? Mon père est un petit homme, plutôt maigre. Toute mon enfance, il m'a pourtant paru immense. Entre son lit et la voiture, il y a 200 mètres. Cette nuit-là, ils avaient la taille d'un océan. On le soulève, mon beau-frère et moi, et au moment où je glisse mon bras sous son dos, une pensée me tombe dessus au pire moment. Cet homme que je porte, c'est celui qui me portait, gamin, quand je m'endormais dans la voiture. Les rôles venaient de s'inverser, et personne ne m'avait prévenu que ce serait cette nuit. J'ai appris là qu'un homme maigre peut peser des tonnes, parce que ce n'était pas seulement son corps que je tenais dans mes bras, c'était sa vie. Mes jambes lâchent, on s'arrête. Je regarde le ciel noir, je ravale ce qui monte, et on repart. Une fois près de la voiture, j'étais exténué, le souffle coupé. J'ai posé les mains sur mes hanches pour reprendre mon air. Ma sœur, elle, était paralysée par la peur, incapable de conduire. Je l'ai dévisagée une bonne dizaine de secondes, sans rien dire. Puis j'ai pris le volant. Commence alors une errance à travers la ville. On file vers un premier hôpital. Ils ne peuvent pas le prendre. Le deuxième non plus. Rien. 2 heures pendant lesquelles je regardais plus souvent le rétroviseur que la route pour vérifier qu'il respirait encore. Les portes d'une clinique privée finissent par s'ouvrir. Et d'un coup, la tempête logistique retombe. Il ne reste que le vide. Chacun reprend sa place pour tenir le monde debout. Ma mère rentre organiser l'hospitalisation. Mon beau-frère doit partir à l'aube pour le travail. Mon frère garde la maison. Et moi, je me désigne pour la première garde. Du samedi soir au dimanche matin. C'est là, dans ce silence stérile, entre le bourdonnement du respirateur et le goutte à goutte des sérums, que la philosophie a cessé d'être une matière scolaire pour devenir une question de survie. Dans cette chambre, je n'affrontais pas une idée abstraite. J'avais devant moi le visage de mon père. Le philosophe Vladimir Jankélévitch disait que la mort d'un inconnu reste une statistique lointaine, que notre propre mort est un mystère qu'on ne vivra jamais, mais que la mort d'un toi, celle de l'être aimé, est la seule qui nous brise vraiment. J'avais lu ça comme une belle phrase de livre. Cette nuit-là, c'est devenu physique. Et pourtant, j'aurais dû être prêt. Depuis tout petit, je m'entraînais à ce moment. C'est une stratégie que beaucoup connaissent. On anticipe le choc. On imagine la douleur à l'avance en se disant qu'on se fabrique un bouclier. On croit apprivoiser le temps en lui imposant une logique. Si j'ai mal maintenant, en pensée, j'aurai moins mal plus tard, en vrai. Sauf que la clinique a fait voler cette idée en éclats. Posez-vous la question honnêtement, comme je me la suis posée en le regardant dormir sous respirateur. Est-ce que ces 20 ans d'anticipation ont amorti quoi que ce soit ? Pas une seconde. L'angoisse ne s'était pas usée, elle avait redoublé. Le philosophe germano-coréen Byung-Chul Han décrit ce ratage dans Le parfum du temps. Notre époque, dit-il, souffre d'une atomisation du temps. Le temps a perdu son cours. Il n'est plus un fleuve qui va quelque part, mais une suite de chocs isolés que rien ne relie. Et quand le temps n'a plus de récit, la mort n'est plus l'accomplissement d'une vie. Elle devient une rupture absurde qu'on ne voit jamais venir. Voilà pourquoi la préparation par le scénario est condamnée d'avance. On ne peut pas répéter ce qui refuse d'être répété. Le bruit de la machine, son regard fixé au plafond, rien de tout ça n'entrait dans le film que je m'étais projeté pendant des années.
Montaigne l'avait compris, et en se contredisant lui-même. Jeune, il défendait la vieille formule « philosopher, c'est apprendre à mourir ». Vieux, il la reniait. Il voulait que la mort le trouve en train de planter ses choux, indifférent à elle. Il avait saisi le piège. Répéter sans cesse sa propre fin, c'est déjà mourir un peu. C'est voler à sa vie le temps qu'on prétend lui faire gagner. L'enfant que j'étais croyait s'armer. En vérité, il payait d'avance une facture dont il ignorait le montant et la date. Alors pendant ces heures seules avec lui, qu'est-ce que j'ai fait de toute ma préparation? Rien. Je n'ai rédigé aucun traité, je n'ai résolu aucune crise médicale. Je me suis assis près de lui et je lui ai tenu la main. Vers le milieu de la nuit, il s'est étouffé et s'est réveillé en sursaut. Et il a tendu la main dans le vide. Cet homme qui m'a toujours paru immense me cherchait à tâtons, avec un regard perdu, suppliant. Le regard de quelqu'un qui ne comprend plus ce qui lui arrive et qui demande, sans un seul mot, qu'on ne le laisse pas seul. J'ai attrapé cette main, et tout ce que j'avais retenu depuis le début de la nuit a fini par lâcher. Alors j'ai prié. Pas de belles phrases. Une seule demande, répétée à voix basse jusqu'au matin. Donne-moi encore du temps avec lui. Laisse-le-moi encore un peu. Le poète François Tcheng, dans ses 5 méditations sur la mort, retourne notre peur avec une seule question. Si la vie était infinie, un geste d'amour aurait-il la moindre valeur? Si nous étions éternels, à quoi bon tenir une main cette nuit précise, puisqu'on pourrait la tenir encore pendant 1000 ans? Sa réponse est non. C'est parce que le temps nous est compté que chaque seconde devient dense. La fragilité n'est pas l'ennemi de la beauté, elle en est la condition. En serrant sa main, une pensée terrible me traversait. Et si c'était la dernière fois que je sens la chaleur de sa peau? Mesurer la perte possible, c'est aimer aussi fort qu'un être humain peut aimer. Et c'est là que le piège du mot « préparation » m'a sauté aux yeux. On ne devient pas capable de veiller son père malade en l'imaginant 1000 fois dans sa tête. On le devient en ayant été, 1000 fois avant, celui qui est présent. La vraie préparation ne s'était jamais faite dans mes angoisses. Elle se faisait à cet instant précis, dans ma paume posée sur la sienne. Cette nuit-là, j'avais demandé du temps. On me l'a accordé. Mon père poursuit ses soins. Aujourd'hui, il est en convalescence. Il se rétablit lentement, beaucoup mieux certains jours que d'autres. La main qui cherchait la mienne dans le noir tient de nouveau une cuillère et difficilement un verre. J'ai été exaucé. Et j'ai découvert qu'un vœu exaucé n'est pas seulement un soulagement, c'est une dette. Parce que ce temps que j'ai supplié d'obtenir, il faut maintenant que j'en fasse quelque chose. C'est là que ma question s'est enfin retournée. Elle n'était plus comment survivre à son départ, ni comment s'y préparer. Elle était devenue qu'est-ce que je fais du temps qu'on me laisse encore avec lui? Pendant 20 ans, j'ai cru me préparer en tremblant devant l'horizon. Je me trompais de préparation. La seule qui compte ne se joue pas dans la peur du futur. Elle se joue maintenant, tant qu'il est là. L'angoisse et la présence se disputent les mêmes heures, et chaque heure passée à redouter sa mort est une heure volée à sa vie. La mort viendra, pour lui, pour nous. C'est la seule clause certaine du contrat qu'on signe en naissant. Mais d'ici là, se préparer ne veut pas dire se blinder contre la perte. Ça veut dire aimer en sachant que le temps est compté. Être bouleversé n'est pas une faiblesse à corriger, c'est la preuve que le cœur refuse encore de s'endurcir. Ne cherchez pas à vous préparer à perdre ceux que vous aimez. Allez les voir tant qu'ils sont là. Restez lucide, restez souverain.